VOA Afrique. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Washington Forum. Jacques Aristide en direct de New York. Cette semaine, plein feu sur le recrutement des jeunes par des groupes djihadistes. Le phénomène est mondial et la propagande redoutable. Les organisations terroristes attirent des milliers de jeunes des quatre coins de la planète. En Afrique, plus de 40 millions de jeunes sont des recrues potentielles d'après l'ONU. Pourquoi des jeunes se laissent-ils tenter? Quelles sont les nouvelles armes de recrutement de ces mouvements radicaux? Et comment contrer un tel enrôlement? Décryptage. Washington Forum. Bienvenue et mille merci pour votre fidélité à Washington Forum. Les chiffres ayant trait aux apprentis terroristes, hommes et femmes, sont effrayants. 40 000 jeunes européens ont rejoint le groupe État islamique. Et ça, c'est un nombre dont faisait part l'an dernier le Centre international pour l'étude de la radicalisation. Des jeunes prêts à combattre dans les territoires conquis, en Syrie et en Irak, ou à semer la terreur dans leur pays d'origine. Quentin Roy, un jeune Français, était l'un d'eux, parti faire le djihad à 23 ans. Après avoir appris la mort de leur fils en Irak, Véronique et Thierry Roy ont décidé d'attirer l'attention sur les dangers de la radicalisation. Leur histoire avec Tatiana Mosso. Un jour, Thierry et Véronique ont reçu le testament de leur fils via WhatsApp. Quentin avait 23 ans. Il était parti pour la Syrie 15 mois plus tôt combattre aux côtés du groupe État islamique après s'être converti à l'islam. Selon les échanges de SMS avec un représentant de l'État islamique, il serait mort en martyr dans le pays du califat. Je lui ai posé la question, est-ce qu'il y a une sépulture? Je dois savoir s'il y a une sépulture pour mon fils. Il a dit, il n'y a pas de sépulture pour ceux qui s'éclatent avec de la TNT. Et là, je lui ai dit, écoute, la TNT sera aussi ton salut très bientôt. Et j'étais particulièrement en colère. Cette colère contre les djihadistes de l'État islamique est maintenant dirigée contre leur mère à Sevran. Ça, c'était ses vêtements. Pour la famille Roy, l'endoctrinement de Quentin aurait pu être évité. Les radicaux qui ont embrigadé mon fils sont à Sevran. Ils ont pignon sur rue. On leur développe le tapis rouge parce qu'on n'en parle jamais. On n'informe pas la population que ça existe, qu'il y a des filières de recrutement sur Sevran. Si on informait les gens, on serait vigilants. C'est tout. Et on dissuaderait certains de partir et on en empêcherait d'autres de tomber dans le piège. C'est dans ce quartier, à Rougemont, près de la mosquée Radar, que les recruteurs auraient trouvé leur cible, souvent des nouveaux convertis. La plupart, c'est des convertis. Qu'ils y vont. C'est pas des musulmans qui sont de leur famille, père et mère musulmane. Parce que lui, ce musulman, il rentre chez lui, il pose une question à son père il va lui dire, mais t'es fou, c'est pas comme ça qu'il t'a mis ça dans la tête. Mais un converti, il rentre chez lui, il va dire, papa, non. Il ne peut pas poser de questions, il va poser de questions à qui? Sur Internet, il va se regarder sur Internet. Et sur Internet, c'est encore pire, tu vois. Pour le maire de Sevran, la récente lettre ouverte des parents de Quentin accusant la ville est une pilule amère à avaler. Le représentant du Parti vert répond que ce n'est pas son travail d'être un relais d'information, mais qu'il fait tout ce qui est en son pouvoir pour ne pas stigmatiser l'islam. Le maire, c'est bon, il n'est pas responsable de tout, le maire. Il faut quand même arrêter. D'accord? Donc la responsabilité de chacun. Moi, je suis père de famille. Excusez-moi, mes enfants, ils déconnent. C'est moi le responsable. OK? Véro. Les parents de Quentin souhaitent que leur combat puisse aider tous les parents impuissants face à la radicalisation de leurs enfants. Selon eux, Quentin est le 6e jeune de Sevran à mourir après avoir rejoint les rangs de l'État islamique. Pour eux, la lutte continue. Il était au piano quand il était petit. Merci Tatiana. L'heure d'entrer dans le vif du sujet avec nos invités. Avec moi, sur notre plateau de New York, Souleymane Konaté, imam d'origine ivoirienne, responsable de la mosquée Aqsa de Harlem, ici à Manhattan. Via Skype de Montréal, Stéphane Berthomé, auteur et chercheur au Centre de recherche sur les relations internationales CIRIC. Il est présenté comme le monsieur sécurité des médias québécois.
Et depuis Paris, nous accueillons Moustapha Teussa, journaliste et analyste politique franco-marocain. Le recrutement des jeunes par des groupes djihadistes inquiète la communauté internationale à tel point que l'ONU a organisé l'année dernière en Jordanie une première conférence mondiale, notamment pour voir comment encourager les jeunes à lutter contre l'extrémisme violent au lieu de l'alimenter. Stéphane Berthomé, faisons d'abord un état des lieux. Ce phénomène a-t-il donc atteint des proportions alarmantes ? Bien oui, effectivement, on a constaté ces derniers temps que le phénomène prend de l'ampleur de façon exponentielle. Bien entendu, c'est un phénomène qui ne s'exprime pas de la même manière et qui ne se déroule pas de la même façon entre les différentes zones dans lesquelles la radicalisation et le recrutement terroriste opèrent. Je veux parler de l'Occident et les autres pays du globe ou les autres continents. Même sur des continents, il y a des problématiques différentes. Il y a des problématiques spécifiques même à certains pays. On l'a vu avec la France, la Belgique par exemple. Et effectivement, c'est un problème qui est très inquiétant. Pour vous donner un chiffre, en France, la plateforme de signalement des cas de radicalisation qui a été mise en place il y a quelques mois, maintenant un peu plus d'une année, qu'on connaît une hausse constante des signalements et on avait dépassé il y a quelque temps les 8000 signalements. Alors, un signalement ne veut pas dire qu'il y a derrière un cas de radicalisation, mais ce sont quand même des indicateurs qui vont mis à côté de ceux des jeunes qui partent et qui quittent les pays européens notamment, qui sont inquiétants en effet. Ici à Montréal, on a eu presque 20 jeunes qui sont partis en moins d'une année. Oui, et s'il y a un groupe qui est passé à la vitesse supérieure en termes de recrutement des jeunes, c'est bien le groupe État islamique. Le Centre international pour l'étude de la radicalisation indique que l'EI propose un projet qui paraît si enthousiasmant qu'il attire 16 000 jeunes venus du monde entier. Il n'y a jamais eu pareil engouement. Il y a même des 15-17 ans qui sont attirés dans l'orbite djihadiste, d'après le centre. Quels sont les dangers que représente ce type d'enrôlement, Moustapha Teussa ? Oui, Jacques Aristide, si l'attirance vers la mort paraît enthousiasmante, oui, on peut parler d'enthousiasme. Non, je crois que ça représente un danger extrêmement mortel pour les sociétés européennes, notamment avec le retour de ces djihadistes sur le territoire européen. Il ne faut pas tomber dans une amnésie facile. Avant la naissance de l'État islamique, il y avait un certain nombre de jeunes européens qui se dirigeaient vers les théâtres d'opération Irak et Syrie. Et il y avait les services de sécurité de tous ces pays qui regardaient cela pas d'un bon œil, mais qui fermaient les yeux. Parce qu'on se disait qu'à ce moment-là, on avait une seule logique politique, celle de faire tomber Bachar al-Assad. Alors le danger commençait à se faire sentir en Europe à partir du moment où ces jeunes-là commencent à revenir à la méthode afghane, à revenir sur les territoires européens et à fomenter et commettre des attentats. Là, ça devient un danger et les sociétés européennes en ce moment, avec les attentats de Paris et de Bruxelles, vivent sous la pression de cette menace terroriste, pression économique, pression sociale et pression politique. Donc c'est un énorme danger que subissent actuellement les pays européens. Ouais. Et l'Afrique, malheureusement, n'en est pas épargnée. Imam Konaté, avant de vous poser une première question, je voudrais vous lire cette récente remarque de l'envoyé spécial de l'ONU pour le Sahel, Irouté Kébré Sélassié. Alors, c'était au Conseil de sécurité de l'ONU. Fait alarmant, dit-elle, les jeunes et les femmes dans le Sahel, qui représentent la majorité de la population, sont visés par les campagnes de recrutement des mouvements radicaux. Jusqu'à 41 millions de jeunes des moins de 25 ans, du Burkina Faso, du Tchad, du Mali, de Mauritanie et du Niger risquent de se radicaliser. Quelle est votre réaction quand vous entendez un tel chiffre ? Oui, c'est vrai ce qu'elle a dit. Parce qu'aujourd'hui, la crainte est partout. Parce que c'est dû à des éléments très très importants. Et qui est d'abord l'ignorance, parce que la jeunesse aujourd'hui ne connaît pas le vrai sens de l'islam. Aussi, il y a le chômage. Comme la plupart de ces jeunes ne travaillent pas, alors on leur propose des sommes. Et on leur fait savoir qu'ils sont victimes du système. Pourquoi ? Parce qu'ils sont musulmans. Et c'est pour cela que facilement ils sont recrutés. Ouais. Troisième élément, c'est que on leur montre aussi les images venant de Syrie, venant d'Irak et puis Palestine,
On dit, mais ceux-là sont tués, ils sont massacrés parce qu'ils sont musulmans. C'est que nous sommes sur le chemin de la droiture, nous sommes sur le bon chemin. Alors, aussi, le système de prison. Parce qu'ils sont tellement actifs dans les prisons, donc ils récupèrent les jeunes et puis on les recrute aussi à partir de la prison. Voici des éléments. Okay, on reviendra tout à l'heure un peu plus en profondeur sur les raisons. Ouais. Alors, vous avez été très nombreux à réagir sur la page Facebook de VOA Afrique. Notre annonce a attiré l'attention de plus de 92 000 Facebookers avec plus de 200 commentaires. Merci, c'est énorme. Je vous en propose deux pour le moment. Chris Mbambi de Brazzaville, Congo. La jeunesse africaine se rend compte du danger. L'extrémisme n'est un danger que pour celui qui a quelque chose à perdre. Or, cette jeunesse n'a rien à perdre. L'Afrique a besoin d'un plan Marshall afin que la jeunesse devienne productive. Seydou Adamou de Niamey, Niger. Il est grand temps que la corruption et l'inégalité des chances tombent comme le mur de Berlin. Sinon, chaque jour, une nouvelle vague rejoindra le terrorisme. Voilà, Stéphane Berthomé, je crois que malheureusement, vous a perdu là quelques instants. Mais alors, peut-être avec vous, Moustapha, quelles sont, d'après vous, les raisons qui expliquent... Ah non, vous êtes là, d'accord, très bien. Alors, quelles sont, d'après vous, les raisons qui expliquent la radicalisation des jeunes, hommes et femmes confondus, très rapidement? Tout d'abord, vous dire qu'on ne les évoquera pas tout en entier maintenant et qu'elles sont non seulement multicausales, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs causes et il y a plusieurs causes qui sont différentes suivant les endroits et suivant les stratégies qui sont mises en place. Alors donc, c'est un phénomène très complexe. Pour ce que moi j'en connais, le domaine en particulier sur lequel je travaille, c'est-à-dire les pays occidentaux, notamment l'Europe et le continent nord-américain, ce sont des motivations qui tiennent à des questions identitaires, à des questions d'identité individuelle, et pas uniquement parce qu'on parle d'immigrants, mais parce qu'on parle de l'identité des jeunes aujourd'hui dans nos sociétés. Vous savez que ce sont essentiellement des jeunes de 16 à 25 ans qui sont visés en Occident par ces phénomènes de radicalisation. Et vous savez que les jeunes sont surreprésentés aussi dans les autres formes de criminalité. Hein. Une étude assez ancienne aux États-Unis des années 80 disait que les jeunes représentaient 20% de la population et pourtant 44% des auteurs de crimes graves aux États-Unis. Donc évidemment, ce sont les cibles privilégiées. Oui, je vais revenir sur cet aspect identitaire, notamment dans un instant. Alors en fait, on attend de rétablir la liaison avec notre invité à Paris, Moustapha. Stéphane, de par l'incroyable propagande des groupes terroristes, les motivations peuvent-elles également inclure le souhait de certains jeunes de contribuer à l'assistance humanitaire et celui de se lancer dans une aventure? En fait, l'imam parlait de ça tout à l'heure. Donc qu'en pensez-vous? Oui, je suis tout à fait d'accord avec cet aspect des choses. Je pense qu'il n'y a pas de choses qui soient totalement entières. Il y a des morceaux comme ça qui s'ajoutent les uns aux autres. Et moi, je considère que la propagande djihadiste de Daesh ou que les arguments des recruteurs de ces organisations-là sont un peu comme des virus. C'est-à-dire qu'ils vont venir se poser sur les faiblesses structurelles des pays dans lesquels ils opèrent, mais aussi individuelles des individus qui vont viser. Et si vous avez un individu qui est en quête d'identité personnelle dans la société ou qui veut effectivement aller faire le bien, aider des gens qu'il voit souffrir à l'étranger, eh bien on va jouer sur cet instinct-là, sur cette envie-là. Si on a un jeune qui est en rébellion contre sa famille, on va le pousser à utiliser cette rébellion pour aller finalement quitter le pays et aller rejoindre des gens qui vont, entre guillemets, s'occuper bien de lui, et c'est ce qu'on lui explique. Donc en fait, on joue évidemment sur le désir de cette jeunesse qui idéalise un petit peu son avenir et qui d'ailleurs, il faut le dire, ne bénéficie pas de toutes les chances. Et là, on parle de l'Occident aussi bien que de l'ensemble des pays. Et justement, alors, je vais vous donner un autre chiffre, Stéphane, un autre chiffre édifiant. Les jeunes vivant dans la pauvreté représentent 500 millions de la population mondiale, dont la plupart en Afrique, d'après l'ONU. Sur le continent africain, Imam Konaté, est-ce surtout, donc vous êtes convaincu que c'est notamment le chômage, le manque d'opportunités économiques, donc qui pousse ces jeunes à se lancer dans l'extrémisme? Oui, mais bien sûr.
Le chômage, comme j'ai dit tout à l'heure, Oui. Et puis le manque d'opportunités financières. Parce qu'il y a tout ça qui joue. Ce sont des éléments très, très importants. Surtout que, bon, ces jeunes gens, ils n'ont pas la connaissance, vraie connaissance de la religion musulmane. Donc, facilement, on peut les récupérer. Comme j'ai dit tout à l'heure, certains de nos jeunes aujourd'hui ont envisagé d'aller en aventure. Ils sont dans les bateaux, on les fait retourner. Donc, c'est là pour les récupérer, c'est très, très facile pour eux. D'accord. Voilà. On va parler à Moustapha. Moustapha, voilà, vous êtes avec nous de nouveau. Donc, on parlait de ces raisons. Rapidement, pour vous, quelles sont ces raisons qui poussent ces jeunes ? Moi, je ne suis pas du tout convaincu que la seule raison économiste, entre guillemets, sociale, économiste, explique tout. Parce que sinon, ça voudrait dire que, par exemple, les auteurs du 11 septembre n'appartenaient pas du tout à des classes pauvres, marginalisées. Ils appartenaient à des classes moyennes qui étaient aisées. Donc le terrorisme ne s'explique pas uniquement par cette vision, à la limite, j'allais dire, marxisante de la société. La question qui se pose aujourd'hui et qui donne du fil à retordre à tous les services de sécurité européens, quelle est la recette magique qu'utilise un recruteur pour laver les cerveaux des jeunes et les pousser à aller faire le djihad et commettre des attentats terroristes en Syrie et en Irak. Une fois qu'on aura décodé cette recette, on peut lutter contre les méthodes de recrutement. Mais s'enfermer uniquement dans une logique sociale et économique, c'est ne pas voir un certain nombre d'autres raisons qui expliquent que des gens qui n'ont rien, qui ne manquent de rien, puissent du jour au lendemain se retrouver embrigadés, inscrits dans un projet terroriste. Et ça nous empêche de réfléchir sur vraiment le phénomène du djihadisme et le phénomène du recrutement des terroristes. Très bien. Alors, dans un instant, nous aborderons le rôle des réseaux sociaux dans le recrutement des jeunes et nous verrons comment combattre le phénomène. N'allez nulle part ailleurs. Washington Forum revient après cette pause. Vous et nous, c'est votre émission. Une émission qui parle de vous, mais aussi de nous. Un nouveau regard sur l'Afrique et les États-Unis. Tout ce qui nous passionne et donc nous rapproche. Racontez-nous vos histoires. Et nous vous raconterons les nôtres. Vies africaines. Vie américaine. Vous et nous, c'est ce que nous avons en commun. Et aussi ce que nous apprenons les uns des autres. La vie. Vous et nous. Vous et nous. Ensemble. Merci d'être toujours avec nous dans Washington Forum. Nous parlons du recrutement des jeunes par les groupes djihadistes. Jacques Aristide, de retour avec vous. Nous allons retrouver nos invités dans un tout petit moment, mais cap d'emblée sur le Mali et le Maroc. Pourquoi les jeunes sont-ils les plus vulnérables? Vox Pop. Quelqu'un vient vers vous pour vous expliquer, le Coran a dit c'est ça, la religion a dit c'est là. Tu n'as pas la capacité critique pour répondre à la personne. C'est l'environnement qui favorise. Pour lutter contre le terrorisme, il faut également lutter contre le chômage des jeunes pour aller de l'avant. Il faut lutter contre le chômage des jeunes, leur donner d'autres choses à faire que d'errer dans la nature que de faire du thé à la maison. Moi, je pense que les facteurs sont nombreux et il est important pour l'État, les États du Sahel, de travailler vraiment à faire un travail sociologique pour savoir réellement qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est la jeunesse qui se verse dans le terrorisme. Ces jeunes qui sont là, qui n'ont pas d'emploi ou qui ont été victimes de certaines injustices, aujourd'hui sont à la portée des djihadistes, à la portée des recruteurs des djihadistes. Donc une fois qu'on les contacte directement, ils acceptent et ils partent commettre des actes ignobles. La plupart des jeunes sont facilement influençables, ce qui fait quand on leur propose une somme d'argent élevée, ils acceptent facilement. C'est la première chose, c'est la pauvreté, à mon avis. Peut-être c'est juste parce qu'ils se sont les plus exposés à l'Internet. Par rapport aux réseaux sociaux, ils prennent sans trier, ils ne font pas le choix nécessaire, ils ne vont pas au cœur de l'information, ils ne vont pas chercher les bonnes informations parce qu'ils n'ont pas reçu l'éducation qu'il faut de la part à la fois de leurs parents et au niveau de l'éducation nationale de l'école. C'est des psychopathes, c'est des malades mentaux qui sont derrière tout ça, ça n'a rien à voir avec les musulmans.
Et voilà, micro-trottoir réalisé du Mali et du Maroc. Et la discussion se poursuit avec nos invités, l'imam Souleymane Konaté à Montréal, le chercheur Stéphane Berthomé et à Paris, le journaliste Mustapha Toussa. Mustapha, justement, faut-il blâmer les réseaux sociaux pour le recrutement des jeunes ? Non, on ne peut pas blâmer les réseaux sociaux, on ne peut pas blâmer Internet. Les réseaux sociaux et Internet ont été une grande avancée dans la communication entre les hommes, sauf que des organisations terroristes ont su les utiliser pour attraper, entre guillemets, des recrues pour aller les mobiliser. Et donc, il y a une politique en ce moment en France, j'imagine que c'est la même chose aux États-Unis, c'est d'essayer d'ériger une forme de police internationale d'Internet qui lutte contre les recruteurs et qui lutte contre ceux qui disposent ou dispensent cette parole extrémiste. Alors, les réseaux sociaux ont été un facilitateur. Ils n'ont pas provoqué la haine, ils n'ont pas provoqué la violence. Et il faut absolument, maintenant qu'on a ça, on a cette arme-là, il faut savoir l'utiliser. Ces jeunes ont été... Moi, je reste convaincu que le seul argument social ne justifie pas tout. Si vous voulez que je vous livre ma conviction, c'est qu'il y a eu une organisation terroriste à un moment donné qui a été tolérée par un certain nombre de pays de la région qui lui ont procuré des armes, qui lui ont procuré assistance et qui lui ont renforcé ses capacités de séduction et d'attractivité. Et cette organisation terroriste, personne ne s'attendait à ce qu'elle devienne un monstre terroriste global. Le jour où on s'est rendu compte que ça devient un monstre terroriste global, on a sifflé la fin de la partie et on veut l'arrêter. Et avant de parler des jeunes recrues, parlons d'abord de ceux qui financent les recruteurs, de ceux qui les mettent sur orbite et de ceux qui les aident et qui continuent à les aider jusqu'à présent. Si on arrive à casser ces quartiers généraux de la terreur, on peut, par un effet automatique, diminuer leur capacité de recruter et de séduire en Europe, en Afrique et en Amérique. Moi ma logique, elle est structurelle. Il ne faut pas uniquement se limiter à la réflexion des jeunes qui se radicalisent dans leur coin ou en contact d'un recruteur. Il y a toute une structure monstrueuse qui a été tolérée à un moment donné et qu'il faut absolument casser si on veut casser le spectre de la terreur en ce moment. Et justement, Stéphane, tout à l'heure, vous parliez un petit peu du malaise identitaire des enfants d'immigrés mal acceptés et de ces terroristes qui leur confèrent une impression de supériorité. Cela rejoint un petit peu l'idée de Mustapha. Ben, en fait, moi, je suis d'accord sur le fait que les facteurs économiques n'expliquent absolument pas tout. D'ailleurs, sur les jeunes, la dizaine de jeunes qui ont quitté Montréal et les 8 autres qui ont tenté de quitter Montréal puisqu'ils ont été arrêtés par la police, on a affaire à des jeunes qui sont des étudiants, qui ne sont pas des jeunes qui sont dans une situation économique précaire du tout. Et les statistiques démontrent que cette précarité socio-économique n'est pas du tout représentative. Alors, en tout cas, en Europe et en Occident. Maintenant, la question, quand je parle de question identitaire, je parle de l'identité individuelle. Et je ne parle pas d'une identité qui soit une identité religieuse ou une identité ethnique. N'importe quel jeune, et il y a plusieurs cas ici aussi au Canada, peut, par ce biais-là, être endoctriné et être récupéré. Là où je ne suis pas d'accord avec ce qui a été dit précédemment, c'est sur le fait qu'en détruisant la machine de guerre ou en détruisant l'organisation Al-Qaïda ou Daesh, on va détruire le phénomène d'embrigadement. Moi, je crois que ce sont maintenant deux choses qui sont totalement déliées. La propagande djihadiste a été extrêmement bien diffusée dans les médias, vraiment au niveau mondial. Tout le monde sait de quoi elle parle, tout le monde sait quels sont ses objectifs, tout le monde sait de quoi il s'agit. Elle est très bien utilisée comme vraiment un vecteur de diffusion par les réseaux sociaux. Et pour moi, il y a une très grosse responsabilité des entreprises comme Twitter et Facebook qui ne contrôlent pas assez les contenus qui circulent sur leur réseau, alors que ce sont des contenus haineux qui incitent à la violence ou qui peuvent pousser des jeunes entre les bras des radicaux. Moi, j'ai fait une expérience individuelle en créant un faux profil sur Twitter et en quelques semaines, je suis entré en contact sans pousser du tout pour que ce soit le cas, avec Omar Homsen, un recruteur qui était en Syrie, qui a recruté des centaines de jeunes en France et j'ai pu lui parler aussi simplement que je vous parle. Alors, tout ça, on ne peut pas dire que ça ne contribue pas
à pousser des jeunes à quitter le pays. Aujourd'hui, avec cette mondialisation et ce contact aux quatre coins de la planète, eh bien n'importe quel jeune peut être en contact avec un individu extrêmement dangereux. On a compris des avis plutôt partagés. Permettez-moi très rapidement de parler de cette analyse de deux chercheurs de la Brookings Institution, William McCants et Christopher Meserole, qui ont trouvé un lien clé entre la culture politique française avec sa conception virulente de la laïcité et le phénomène de radicalisation. Il note que le danger djihadiste est plus grand en France et en Belgique que dans d'autres pays européens ou aux États-Unis. Partagez-vous cet avis, Moustapha Teussa ? Oui, c'est une vision assez confortable de croire que parce que ces pays, France et Belgique, pratiquent une laïcité agressive et clivante, forcément, ça entraîne des processus d'autoradicalisation. Moi, je crois que ce n'est pas le facteur n'est pas explicatif totalement. Ça peut être un élément. D'autres éléments dans ces expériences-là. Alors, en France et en Belgique, il y a le ghetto qu'on a laissé s'installer. Il y a l'État et les services publics qui n'arrivent pas à rentrer dans un certain nombre de quartiers. Et ça, c'est inacceptable pour ces pays européens. Et puis, il y a aussi les prisons. Un de vos invités tout à l'heure avait évoqué ce sujet. Les prisons, en France, en tout cas, sont devenues une vraie université pour former ces terroristes. On rentre dans la prison comme délinquant et on ressort comme un terroriste. Et les recruteurs ont eu cette intelligence de parvenir à croiser le monde du grand banditisme avec les nouveaux djihadistes. Et c'est ce qui fait qu'il y a un certain nombre de Français, de jeunes Français et Belges qui ont été séduits plus que dans d'autres pays par ces expériences-là. Alors, est-ce à dire que la laïcité à la française est productrice de radicalisation ? Ça veut dire que le modèle anglo-saxon est protecteur contre ces radicalisations ? Ouais. Je ne le crois pas. Ça explique, mais ce n'est pas une explication totale. C'est juste un facteur. Voilà, je ne voudrais pas trop vous interrompre, alors je vous propose maintenant deux autres commentaires à Facebook. Issoufou Niénié du Burkina Faso, c'est simple, pour lutter contre le recrutement des jeunes dans le terrorisme, il faut d'abord et avant tout lutter contre le chômage des jeunes dans nos pays. Norbert Mafa de Lomé, Togo, les recruteurs jouent ou agissent sur leur faiblesse, la misère et la désolation qu'ils récoltent des dirigeants vautours africains. Inutile de croire que ces jeunes meurent pour des causes religieuses. Et d'ailleurs, Imam, vous êtes d'accord avec ces avis, mais je voudrais vous poser cette question en parlant de programme de déradicalisation. En fait, c'est un aspect que je voulais aborder. Une organisation au Kenya a justement lancé un tel programme visant les jeunes qui ont été radicalisés, aussi bien qu'à la formation des imams. Est-ce une initiative à encourager d'après vous ? Mais bien sûr, bien sûr. Oui. Parce qu'aujourd'hui, les imams sont en train de jouer un très grand rôle aujourd'hui dans les pays africains, surtout les bons musulmans. Alors, ils sont en train d'enseigner la jeunesse le vrai visage de l'islam et le bon comportement du prophète. Montrer à la jeunesse que ces djihadistes, c'est vrai qu'ils lisent le Coran, mais ils ont transformé le Coran, ce sont des agendas politiques. Donc, et aujourd'hui, comme on a dit, donc vraiment avec le chômage et la pauvreté en Afrique, surtout l'ignorance. Et c'est ça qui fait qu'ils recrutent ces enfants même, ces jeunes gens à travers même le Facebook. C'est très très important, mais ce n'est pas dans les niveaux de la mosquée. Parce que les mosquées, il n'y a pas de recrutement là-bas. Pourquoi? Parce que les imams sont opposés au programme des djihadistes. Donc la jeunesse, en aucun cas, ne peut se regrouper à la mosquée. Alors, pour aussi... Peut-être qu'il y a des gens mal intentionnés qui utilisent de tels lieux pour... Ça peut se faire, oui. Peut-être que les imams ne sont pas au courant de cela. Mais il y a quelque chose aussi à noter qui est très très important. Parce que aussi la presse a donné une force certaine à ces djihadistes-là. Il y a des imams, il y a des musulmans qui sont prêts à défendre. Mais ils n'ont pas le droit à la parole. Mais chaque fois qu'on ouvre, voyez-vous, CNN, Fox News ou les autres médias, qu'est-ce qu'on voit? Les djihadistes ont fait ceci, les djihadistes ont fait cela. Cela aussi donne le courage à la jeunesse de les joindre, surtout la jeunesse qui est ignorante, la jeunesse qui ne sait rien. Voyez-vous, c'est très très important. Il faut qu'on nous donne aussi le plateau
de s'exprimer, alors de donner le message, de donner le message aussi au monde entier que l'islam n'a rien à voir avec ces gens. Voilà, point final à ce numéro du Washington Forum, réalisé avec les équipes de Washington et New York. Merci à nos invités. Voilà, et bien évidemment, merci à vous, chers amis de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous. C'était Jacques Aristide à New York. Je vous dis, take care.